Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai retrouvé mon petit coin bibliothèque pour vous faire ce point lecture et avec voilà, avec la lumière naturelle toujours. Parce que je vois c'est vrai que la dernière fois on voyait les volets fermés, c'était tout moche, mais il faisait tellement chaud que c'était impossible d'ouvrir les volets. Là le temps est bizarre, il pleut, il fait lourd, il fait beau. Bon, c'est un petit peu spécial, mais bon, on fait avec. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme, que vous allez bien, que vos vacances sont peut-être déjà là. On est au mois de juin, il y a déjà des gens qui partent, ou que n'allez pas tarder à être en vacances aussi. Moi, il faut que j'attende encore voilà, un mois et demi, et ça y est, c'est enfin les vacances. Parce que j'en ai pas eu depuis le mois de décembre, et là, je commence vraiment à en avoir marre. Donc voilà, ça va faire du bien aussi. Voilà, donc j'espère que vous aussi, ça va pas tarder non plus les vacances. Donc sinon, on va commencer pas trop tard ce point lecture. Ça, je m'attendais à avoir beaucoup plus de retard dans mes points lecture. Ça va encore. La seule chose, c'est que je vais pas vous mettre par exemple les romans du prix des littératures de l'imaginaire parce que je vais faire des vidéos à part et j'en ai encore plusieurs à vous chroniquer. Mais j'attends parce qu'il y en a encore un que j'ai pas lu, je le lirai en juillet, donc je pense que je ferai ma vidéo après. Voilà, en espérant que j'arrive à caser tous les livres, parce que ça, c'est pas gagné. Je vais commencer par une bande dessinée que j'ai reçue lors de la masse critique Babelio, qui est Cléos. Alors, c'est deux. Je vais vous lire carrément les prénoms des auteurs, ce sera plus simple, parce qu'il y a que leur nom de famille, si je retrouve bien la page. De Marc E.A. Sersal, Serge Latapi et Amélie Cos, c'est aux éditions Grand Angle. Alors en fait, on devait recevoir, j'étais étonnée parce qu'on devait recevoir le tome 1. Et puis le livre que j'ai reçu, j'y me paraît bien gros, c'était pas la couverture qui était prévue. Et en fait, les éditions Grand Angle avaient sorti le tome 1 et les lecteurs avaient adoré ce tome 1 et étaient très frustrés de ne pas avoir tout de suite le tome 2. Donc ils n'ont pas sorti de tome 2, ils ont sorti directement l'intégrale en proposant à ceux qui avaient déjà acheté le tome 1 de le rendre en librairie. Alors j'espère pour les gens qui avaient le tome 1 qu'il était resté en bon état, pour l'échanger contre un tome 2. Donc c'est bien. À l'intérieur en plus on avait eu voilà, un petit service presse et puis on avait eu aussi des explications sur... puisque l'action se situe pendant la Grèce, dans la Grèce antique. Donc voilà, on a des explications, on a les différents types de bateaux, puisqu'on va avoir des pirates, tout ça. Donc je trouvé ça très sympa comme on voit. Alors Cléos, ça raconte l'histoire de... Est-ce que je vais retrouver le prénom? Parce qu'il n'a pas... Philoclès. C'est ce jeune homme là qui est comment dire, qui a été nourri des grands exploits de Achille, des grands héros grecs, qui connaît par cœur l'Odyssée et l'Iliade, et qui rêverait d'être un jour un de ces héros. Son village, alors c'est ce qui est expliqué au début du livre, à cette époque-là, la Grèce antique était divisée en plusieurs territoires contrôlés par des seigneurs. Elle ne formait pas une unité, mais elle formait une unité au niveau de la culture. C'est-à-dire que tout le monde connaissait l'histoire de l'Iliade et de l'Odyssée, par exemple. Tout le monde vénérait les mêmes dieux. Il y avait cette unité quand même culturelle. Et notre héros, voilà, son village est une fois de plus attaqué par les pirates. Il en a marre. C'est un garçon du peuple. Hein. Il est juste fils de pêcheur. Et il décide de partir à l'aventure et de combattre ces pirates. Alors c'est un peu utopique, hein, il est tout seul, il est jeune, il va combattre les pirates. Donc il va vivre plusieurs aventures. Alors moi, les dessins m'ont pas fait craquer plus que ça. Par contre, j'ai beaucoup aimé les couleurs parce qu'on a beaucoup de mélange de rouge, d'orange. On a l'impression un peu de sentir la fraîcheur pas la fraîcheur, au contraire, la chaleur de la Grèce antique, puis des images assez prenantes à ce niveau-là. Donc il rêve de rencontrer des sirènes. Bon, il va pas rencontrer des sirènes, mais par exemple, il va rencontrer un vieux conteur qui est aussi prophète. Il va rencontrer des femmes sur l'île de Lesbos, mais là ce sont des femmes qui sont mariées, dont les hommes sont partis guerroyer au loin. Donc il va avoir en fait un parcours assez initiatique qui va lui apprendre plein de choses, mais en fait c'est un hommage, ce livre est un hommage voilà, au grand récit grec, à la Grèce antique, et malheureusement les récits grecs souvent ça se finit en tragédie, hein, c'est voilà,
La tragédie grecque, c'est aussi notre culture, puisque notre culture pioche beaucoup dans l'Antiquité gréco-romaine. Donc c'est un récit assez tragique, et c'est vrai que quand on arrive à la fin du livre, on se dit ah ouais, mais il y avait ça qui aurait pu nous indiquer que ça allait se terminer comme ça. Ça va pas se terminer comme Philoclès le pensait. La fin est dure. Franchement, la fin est dure. Mais en même temps, ça a une certaine logique. Mais c'est un très bel album en tout cas. Et voilà, un hommage à la Grèce antique. Alors moi qui aime bien la Grèce antique, évidemment, ça m'a touchée. Et le destin de Philoclès aussi m'a énormément touchée. Ensuite, alors je vais pas vous refaire les chroniques que j'ai déjà faites de commandes pas du Call Winter Challenge, n'importe quoi, du Tarot Book Challenge et du mois de la fantaisie. Ensuite, j'ai lu aussi Les enquêtes de O'Connor, le tome 1, l'affaire Johnson de Dan Philippe, qui est un roman policier, donc c'est le premier volume. Donc on va suivre cet inspecteur O'Connor. Il a subi un drame, on l'apprend au tout début du livre. Bon, je ne vais pas vous le dire, j'essaie d'en dire voilà, pas trop quand même pour pas trop spoiler les gens. Et il fait, malgré le drame terrible qui vient de le frapper, il décide quand même de continuer à vivre. Mais il va devoir vivre avec le poids de ce drame sur sa vie, quoi. Et c'est pas évident du tout, on le voit tout au long du récit. C'est un roman, alors c'est un polar avec une bonne enquête, mais j'ai beaucoup aimé parce que la psychologie des personnages est très développée. Que ce soit celle du présumé meurtrier, mais surtout celle de O'Connor et des deux policiers qui sont alors Black White et Warren Curtis, qui sont ses employés, hein, parce il est détective, hein, pas policier, il est détective privé, ça se passe aux États-Unis. Et je me suis dit, ah, pourvu qu'on en sache un petit peu plus. Alors, je pensais que ça allait se développer dans les autres tomes, mais déjà, dès les premiers tomes, l'auteur commence déjà à parler pas mal de la psychologie de ces trois personnages. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a un quatrième personnage qui va se rajouter, qui est celui de Kelly, qui est une avocate. La relation entre O'Connor et Kelly est assez spéciale, puisque Kelly va lui mettre des coups de pied aux fesses pour qu'il se remue un peu, qu'il ne se laisse pas abattre par le drame qui l'a frappé. Et lui, il va aussi lui mettre des coups de pied aux fesses, dans le sens où Kelly est une fille à papa qui est avocate. Elle veut à tout prix... alors son père était un grand nom du barreau, si je me souviens bien, et très exigeant avec sa fille. Donc elle veut à tout prix prouver à son père qu'elle est capable d'eux. Mais le problème, c'est qu'en tant qu'avocate, parfois, elle défend des gens qui ne sont pas défendables, qui sont des meurtriers, et on le sait, mais ils ont droit à un avocat. Donc O'Connor essaie souvent de la remettre dans le droit chemin, de lui montrer ce qui est juste. Et donc voilà, cette relation, elle est assez particulière, parce qu'ils se mettent des coups de pied aux fesses tous les deux, l'une pour remuer l'autre et l'autre pour lui rappeler ce que c'est que la justice. Là, il va devoir enquêter sur le meurtre d'une jeune femme, d'une jeune mère de famille, et on pense que c'est alors je ne sais plus comment s'appelle le meurtrier. Peter, c'est l'affaire Johnson, je suis bête, c'est marqué dessus. C'est pas grave. Donc voilà, donc Peter Johnson est accusé du meurtre. Or, Peter Johnson, c'est un ancien plombier, et en allant réparer la plomberie, c'est chez une riche héritière, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, donc il est milliardaire en fait. Millionnaire ou milliardaire? Ouais, millionnaire. Bon, enfin, c'est sa femme qui a les millions, c'est pas lui. Donc on ne comprend pas trop pourquoi il aurait tué cette femme, d'autant que le bracelet de cette jeune femme, enfin cette jeune mère de famille, a disparu. Enfin voilà, un millionnaire qui vole un bracelet, c'est un peu étrange. Alors la résolution, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que c'était assez étonnant. Il y a beaucoup, voilà, il y a le sens de la justice qui plane beaucoup sur ce livre. Et je vous dis, de la psychologie des personnages, parce que on a Black, je pense qu'on dit plutôt White, qui est, faut pas que je confonde les deux, mais Black White, il est d'origine, je ne sais plus. En fait, ses parents sont des immigrés, il est noir, et ses parents ont tout fait pour s'intégrer au maximum dans la société américaine, mais au point de gommer tout leur passé, toutes leurs origines, ce qui fait que Blake, il a été en partie amputé d'une partie de son enfance, de ses origines, et on sent qu'il est un peu perdu, et il a tendance à pas trop réagir comme un adulte, et du coup O'Connor va le pousser dans ses retranchements, justement, pour qu'il décide enfin
de grandir. Alors, Warren Curtis, lui, c'est autre chose. C'est un très bel homme, un fils à papa qui pourrait vivre tranquillement de ses rentes, mais qui refuse de rentrer dans ce rôle, qui est assez asocial parce que pour lui, toute parole, à partir du moment où quelqu'un ouvre la bouche, c'est pour mentir. Donc il est assez asocial. Donc O'Connor, voilà, pour le pousser aussi dans ses retranchements, il l'envoie systématiquement interroger les témoins, les suspects, les familles. Voilà, donc ça donne des scènes un peu cocasses parce qu'il a tendance à répondre de façon monosyllabique. Alors, ses interlocuteurs ils regardent en disant mais pourquoi il réagit pas. Voilà, c'est assez rigolo, mais du coup ça permet de voir, voilà, ça donne 3-4 personnages qui sont vraiment prenants et ça donne envie d'avoir la suite et voir comment les personnages vont évoluer. Alors, pour revenir à la mythologie, je vous fais tout dans le désordre, hein, j'aurais pu le faire dans un autre ordre, mais c'est pas grave. Pour revenir à la mythologie grecque, j'ai lu Ariadné. C'est de Flora Boukri. C'est une collection chez Gulfstream. Ça s'appelle De l'autre côté du mythe. J'avais déjà lu Pantasilée. Alors, dit de façon grecque, c'était Pantasilea, je crois. Quand là, Ariadné, en fait, c'est Ariane. Donc Ariane, voilà, vous voyez le Minotaure. Pour rappel, ça a rapport avec l'histoire de Thésée, qui était un héros grec, hein, la mythologie gréco-romaine aussi. Tous les ans, Athènes était obligée, oh, il y a toute une histoire Thésée, mais pour faire simple, tous les ans, Athènes était obligée de livrer au roi de Crète des jeunes gens, filles et garçons, pour que le roi de Crète, Minos, les mette dans le labyrinthe construit par Dédale, où se trouvait le Minotaure. Alors le Minotaure, il est le résultat des amours de Zeus et de la mère d'Ariane, de la reine de Crète en fait. Et Zeus, alors dans la légende, normalement, Zeus s'est transformé en taureau pour pouvoir la séduire. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais Zeus avait tendance à souvent, il s'est même transformé une fois en pluie pour pouvoir coucher avec une femme. Hein. Donc voilà, c'était son truc, hein, les transformations. Alors c'est vrai que du coup maintenant on revisite pas mal les mythes et on a tendance à dire ouais mais est-ce que c'était vraiment voulu par ces femmes avec lesquelles Zeus a couché? Est-ce qu'elles savaient exactement ce qui leur arrivait? Pas sûr. Donc voilà, donc comme c'était un taureau, ça a donné naissance au Minotaure qui est un mi-taureau, mi-homme que le roi de Crète, c'est Minos, hein, je dis pas de bêtises, Minos, oui, Foudrage a fait enfermer dans un labyrinthe construit par Dédale, d'où le nom Dédale maintenant, qui est passé dans le langage commun. Voilà, et en fait, Minos ne voulait pas que Dédale et son fils, j'ai pas retrouvé le nom de son fils, c'est horrible, Icare, il ne voulait pas que Dédale et son fils dévoilent les secrets du labyrinthe. Donc il les avait emprisonnés, mais Dédale était un inventeur de génie. D'ailleurs, on le voit dans le roman. Et c'est pareil, il y a autre chose qui est expliqué concernant, il y a un autre point de vue qui est donné concernant Dédale. Et il aura créé à lui et à son fils des ailes, mais collées avec de la cire. Il a dit à son fils, surtout ne t'approche pas du soleil, sinon la cire va se fondre. Et voilà, tes ailes ne vont plus tenir. Évidemment, Icare, une fois dans le ciel, il est tellement content de voler et de voir le soleil qui se rapproche de plus en plus du soleil. Ses ailes fondent et il meurt. Je crois qu'il s'écrase dans la mer. Voilà, donc ces histoires quand même assez tragiques. Hein. Les Grecs étaient très spécialisés dans la tragédie. Et donc Ariane était la fille du roi Minos. Et quand Thésée, donc le prince athénien, est arrivé en Crète, il avait pour mission de rentrer dans le labyrinthe, de tuer le Minotaure et de pouvoir en ressortir. Donc Ariane est tombée, dans l'histoire, dans la légende, elle est tombée folle amoureuse de lui au premier regard et elle lui a donné un fil rouge pour qu'il puisse retrouver son chemin dans le labyrinthe. D'où la célèbre histoire du fil d'Ariane. Là, on va avoir une histoire très différente, puisque déjà Ariane a 2 frères et une sœur. Enfin, dans la légende de départ, elle a aussi une sœur, Ariane. À savoir qu'une fois que, dans la légende, une fois que Thésée a réussi à tuer le Minotaure, à retrouver le chemin de la sortie, donc à vaincre le roi Minos, il a emmené évidemment Ariane avec lui, puisqu'elle était amoureuse de lui, et il l'a gentiment abandonnée sur une île. Voilà, et il s'est barré, il est retourné tranquille en tant que héros à Athènes.
sympa. Voilà. Donc là, on va avoir une lecture complètement différente. Un peu comme le livre sur Pentasile qui était une Amazon. Là, on va avoir une lecture différente où Ariane va être mise plus en avant et on va voir quel choix elle va faire. Il y a aussi des dieux qui vont, à chaque fois, qui rentrent en jeu, un peu comme dans Pentasile, et les dieux ne sont pas représentés, ne sont pas sympathiques du tout. Pour les dieux, et c'est vrai que on voit ça aussi dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est-à-dire que les dieux s'amusent avec les hommes. Déjà, ils se disputent entre eux, donc moi je tiens avec un tel, toi tu tiens avec un tel, et si tu aides un tel, ben moi je vais aider un tel, et ça les amuse en fait de voir les hommes se battre, se déchirer, voilà. Donc on a des dieux pas très sympathiques et des femmes qui sont souvent très en retrait. Et là, j'ai bien aimé, c'est le deuxième volume que je lis de Flora Boukri, et j'aime bien le rôle qu'elle redonne aux femmes, justement, dans cette histoire. Il y en a encore un, ça doit être, je me demande si c'est pas Méduse, mais je suis pas sûre. Voilà, alors pour la petite histoire concernant, pour finir Thésée, dans la légende, Thésée finit par épouser la sœur d'Ariane. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais il épouse sa sœur qui s'appelle Phèdre. Racine en a fait une tragédie aussi, même s'il n'était pas grec mais français, il en a fait une tragédie puisque Phèdre tombe amoureuse du fils que Thésée a eu lors d'une autre union. Et comme c'est Hippolyte se refuse à elle, elle dit à Thésée qu'il a essayé de la séduire, donc Thésée fait tuer son fils par un monstre marin. Et en fait, Phèdre a menti, enfin, il découvre tout, donc voilà. Il finira pas très bien non plus, Thésée, il paiera aussi ses crimes, voilà. C'était pour la... Tout ça, c'est dans la mythologie grecque, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'ils avaient un sens de la tragédie très développé, quand même, les Grecs. Pour passer à quelque chose, je dirais, d'un petit peu plus gai et plus onirique, je vais vous parler de Monsieur Crousticrac de Maxime Herbeau aux éditions Glamancia. Voilà, vous avez cette image. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite étoile là, et une échelle qui auront leur importance. Maxime Herbeau, j'avais déjà lu de cet auteur Un chien d'enfer, qui était un roman fantastique, mais qui était abordé de façon assez spéciale. Et l'auteur a une plume assez insolite et j'aime beaucoup. Et Monsieur Crousticrac, en fait, je ne m'attendais pas à ça. On retrouve un acteur célèbre qui a débuté en interprétant le fameux Monsieur Crousticrac qui représente, qui est la mascotte d'une marque de chips en fait, tout simplement. Cet acteur est retrouvé mort, donc la police enquête, mais ils vont se retrouver mêlés à cette affaire les trois principaux protagonistes de Monsieur Crousticrac, c'est-à-dire celui qui a créé Monsieur Crousticrac, celui qui l'a interprété en premier et après a sombré dans l'oubli, qui est un acteur raté, et le troisième qui est celui qui a prêté sa voix à Monsieur Crousticrac. D'où vous avez, voilà, c'est Monsieur Crousticrac, il est so british, vous voyez, il a le chapeau, la moustache, il a une canne aussi, là on ne la voit pas. Et dans la première partie du roman, voilà, ces trois personnages vont se retrouver mêlés à toute cette histoire. La plume de l'auteur est toujours aussi agréable parce qu'elle a un petit côté assez ironique. On est dans le monde de la pub. Alors moi, ça m'a donné un petit coup de nostalgie parce qu'il rappelle des grands noms des grands symboles de la pub, genre le géant vert. C'est vrai que j'avais oublié tout ça. On avait des grandes figures comme ça qui représentaient un produit. C'était assez merdoni. Même s'il n'en parle pas, ça m'a fait repenser à tout ça. C'était assez rigolo. On n'a plus, je trouve, ça maintenant dans les pubs. Mais en même temps, il a un petit côté assez ironique sur l'univers de la pub, qui est un univers assez impitoyable. Mais il a toujours un regard très bienveillant, je trouve, sur ses personnages. Et donc, voilà, l'intrigue trouve sa résolution. Ça, c'est pour la première partie. Et en fait, dans la deuxième partie, on va suivre Monsieur Crousticrac lui-même, qui est dans son monde. Il est le chef de sa ville. Les gens s'habillent comme lui, donc ils ont la même moustache, le même chapeau, la même canne. Mais il rêve toujours d'une étoile qu'il essaie d'atteindre avec une échelle. Et à chaque fois, elle se dérobe à lui. Et là, on est dans une partie beaucoup plus onirique, dans une sorte de mise en abîme, puisque le personnage de Monsieur Crousticrac n'existe pas. Il est né de l'imagination d'humains. Et voilà, on se retrouve avec un personnage fictif quelqu'un va venir lui parler, lui disant bah oui, t'as un vide à combler dans ta vie, je vais t'aider à le combler. Alors il va vivre plusieurs aventures avant d'atteindre son étoile et de savoir exactement ce que représente cette étoile. Donc il y a voilà, d'un côté une partie roman policier, mais toujours assez loufoque, rigolote, ironique, insolite et bienveillante en même temps. Et puis de l'autre côté, on a cet univers assez onirique qui est vraiment très plaisant et on voit l'envers du décor en quelque sorte. Donc c'était, moi j'aime bien. J'ai encore un livre de Maxime Herbeau dans ma palle. Il faudra que je le sorte aussi.
Sinon, j'ai lu, là je vais repasser à du policier, bah, enfin, là c'était aussi un peu policier, mais plutôt un thriller qui est Oxysome de Olivier Patry. C'est aux éditions M+, Noir. Donc il avait déjà écrit T.A.O. avec la même équipe de policiers du 36 quai des Orfèvres, parce que son action se situe avant que la police ne déménage au 36 rue du Bastion. Donc ça se passe en 2018. J'ai pas lu T.A.O. malheureusement, mais je me suis dit tant pis, je vais quand même lire celui-ci. Je pense ça spoil peut-être des trucs sur la vie personnelle, je sais pas trop. Donc là, on va suivre en fait l'équipe du commandant, du capitaine Darros, pardon, pas du commandant, c'est la police, c'est pas des commandants. Donc on va suivre le capitaine Darros et en fait, lui et son équipe vont petit à petit recevoir des vidéos où on voit des gens se faire massacrer, mais de façon, si vous n'aimez pas les insectes, évitez ce livre. Voilà, ils se font dévorer de façon très différente. C'est très détaillé en plus par différentes sortes d'insectes. Et puis c'est assez complexe parce que la première vidéo, par exemple, vu les insectes, ce sont des fourmis, c'est des insectes qu'on trouve qu'en Afrique, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a un autre, on peut les trouver qu'en Amérique du Sud. Donc on se dit, en fait, le tueur en série prépare son coup depuis combien de temps? Alors ce qui est sympa, c'est qu'on voit que l'équipe va chercher à droite, à gauche. Enfin, ils n'omettent aucune piste. Et par exemple, s'il y en a un qui dit oui, mais je pense que c'est cette piste-là, l'autre il va dire oui, mais t'as quoi pour étayer, t'as quelle preuve? Voilà, donc ça fait assez réaliste parce que voilà, c'est pas qu'une affaire d'instinct, c'est pas qu'une affaire de oh, je sens que ça doit être ça. C'est vraiment, il faut des faits réels. Et petit à petit, vraiment, on se dit, mais ils vont jamais réussir à trouver, quoi. C'est compliqué. Chaque piste qu'ils suivent mène à une impasse, ou alors c'est qu'à des présomptions ou un peu d'instinct. Même s'il y a moi une piste qui m'a plu en particulier, évidemment, et c'est celle-là qui sera la bonne d'ailleurs. C'est pas pour ça que je l'ai aimé, hein, c'est parce que j'aimais bien le principe et effectivement, parce que pour tuer des gens comme ça, de cette façon-là, il faut quand même avoir un grain, mais un gros grain. Mais voilà, j'ai bien aimé ce côté assez réaliste, j'ai bien aimé l'équipe du capitaine Darros, lui aussi, qui est un personnage, alors qui est un très bel homme, hein, très sportif, mais en même temps qui a des démons, qui boit, voilà, il a aussi un de ses anciens amis appelé le Major qui vient le rejoindre, qui l'aide. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage du Major. Il a pas une vie facile, mais en même temps, je sais pas, il apporte de la gaieté, un peu de légèreté dans le roman parce qu'il en faut un petit peu parce que c'est quand même les scènes sont assez dures. Donc je pense qu'il va y en avoir d'autres. Là c'est le second opus, donc je suppose qu'il va y en avoir d'autres. Je sais pas si ce sera une trilogie ou quelque chose de plus long. En plus je trouvais la couverture, je trouve que M+, ils font des couvertures de plus en plus travaillées. En fait là comme c'est filmé, vous voyez c'est une caméra, en fait c'est l'objectif d'une caméra. Et je sais pas si vous voyez tout autour, il y a une mouche, il y a une fourmi. Voilà, vous avez différents insectes. Et j'avais pas vu, je sais pas si ça peut se voir, voilà. Bah si, ça se voit un peu. On voit aussi des insectes ici. Je l'avais pas vu non plus, ça. J'aime pas trop les insectes, moi, donc ça me burk. Mais ça, j'ai réussi à lire le livre quand même, ça m'a pas trop gêné. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai lu aussi? Alors ça, c'était un manuscrit, donc je vais pas vous en parler. J'ai sorti un gros livre de ma palle que j'avais depuis un moment. Je l'ai sorti parce que c'était une lecture commune, donc c'était le moment d'en profiter. Il fait quand même plus de 650 pages, entre 650 et 700. C'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, vous avez certainement entendu parler. Donc ça c'est le tome 1. Le tome 3 vient de sortir. Le tome 2, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc c'est quand même déjà un beau bébé, mais voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Alors je m'attendais pas, on est dans de la romantaisie, mais on va dire que la romance ne prend pas trop le pas sur l'intrigue principale, sur les rebondissements, sur l'aventure. Voilà, c'est pas trop imposant, trop prégnant, ça va. Donc tant mieux parce que moi quand je lis du fantastique, c'est plus pour lire du fantastique, pas forcément pour qu'il y ait que de la romance, même si j'ai bien qu'il y ait un petit peu de romance. En fait, on va suivre Poppy
alors on est dans un monde où les hommes vivent terrés dans des villages. Et là, notamment la ville où vit Poppy, qui est gouvernée par un duc et son épouse. Et elle a échappé à une attaque de vampires. Voilà, il y a plein de créatures monstrueuses. Il y a une brume très particulière qui, quand elle apparaît, c'est signe que des monstres vont apparaître. Donc il y a des gardes qui vouent leur vie à défendre les humains et à défendre les nobles. Et c'est assez complexe hein, quand même. Il y a un univers, moi j'ai eu du mal à rentrer dedans parce qu'il y a un univers quand même assez complexe. Il y a eu des guerres avant, il y a le passé de Poppy, il y a tout ce monde qui se met en place. Et en fait, Poppy, quand elle était enfant, a subi l'attaque de ces monstres. Son père et sa mère sont morts. Elle en a réchappé avec son frère. Alors on va comprendre petit à petit aussi comment elle en a rééchappé, parce elle avait 6 ans, je crois. Et du coup, du fait qu'elle en a rééchappé, les gens pensent que c'est l'élu. Alors on l'appelle la pucelle. Voilà, on pense que c'est une élue. Donc évidemment, interdiction no sexe. Hein, nos sexes, et encore, on l'oblige, voilà, elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit de fréquenter, elle n'a qu'une dame d'une compagnie, mais elle n'a pas le droit de fréquenter les autres, de leur parler. Enfin voilà, elle est dans une cage dorée, c'est une horreur. Mais elle ne se laisse pas faire et elle prend des risques d'ailleurs en se permettant de sortir alors qu'elle ne devrait pas. Voilà, elle fait plein de choses. Mais heureusement, sinon le livre serait ennuyeux. Si elle passait son temps dans le palais à ne rien faire, on s'ennuierait vite. Donc évidemment, elle se met en danger. Et en fait, elle fait partie donc des nobles aussi. Et ces nobles, ils sont appelés à un certain âge c'est l'ascension, je crois. Ça s'appelle l'ascension. Poppy ne sait pas trop à quoi ça correspond. Même sa dame de compagnie, qui est comme elle assez jeune, ne sait pas à quoi ça correspond. Mais ils vont devenir des sortes d'élus, comme le sont le duc et la duchesse qui s'occupent d'elle, comme l'est la reine qui a recueilli Poppy quand elle était enfant et l'a soignée. Voilà, mais Poppy craint un petit peu, voilà, elle n'aime pas du tout cette prison dorée, elle n'aime pas le fait d'être cette élue, elle pourrait s'en passer qu'elle le ferait. Donc, lors de ses sorties nocturnes, elle va tomber sur un des gardes, parce qu'il y a plein de gardes qui sont chargés de leur protection, et elle va tomber sur, j'allais dire un prénom, mais non, c'est le nom du personnage, du héros du roman que je suis en train de lire, c'est Hawk. Voilà, c'est un des gardes. Elle le connaît que de loin parce qu'elle le regarde parce que c'est un très bel homme, voilà, tout simplement. Et puis, bah, je veux dire, quand on est enfermé à longueur de temps dans sa chambre, on a les divertissements qu'on peut aussi. Lors d'une de ses sorties interdites dans une auberge, elle va tomber sur lui, c'est qu'à de le dire. Voilà, et bon, il va se passer quelques petites choses, voilà. Et petit à petit, alors elle a sa dame de compagnie qui est proche d'elle, elle a un garde qui est assez plus âgé, qui est proche d'elle aussi, et un autre jeune garde qui s'occupe d'elle. Bon, petit à petit, vraiment, il va y avoir des histoires avec Hawk. Bon, je ne vais pas trop vous en dire, il va se passer plein de choses, vous imaginez quand même, il y a près de 700 pages. Voilà, sur le coup, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Mais après, voilà, je l'ai trouvé très prenant. Je vous dis, la romantaisie prend pas trop de place. Elle est juste bien. Il y a juste un truc, je m'en étais un petit peu doutée parce que les créatures de la nuit, ces sortes de vampires qui attaquent les gens, ont été créées par un autre peuple qui a été vaincu par le peuple de Poppy. Voilà, et il y a un vent de révolte qui souffle aussi parce qu'il y en a qui se seraient rebellés. Il y a des humains aussi qui refusent certains dictats imposés par le duc et la duchesse et la reine. Voilà, et, bon, il y avait quelque chose dont je me doutais quasiment dès le début. Ça s'est avéré. Bon, après, j'aurais pu me planter complètement. Hein, c'était vraiment un peu du pifomètre, mais ça s'est avéré vrai et on le voit dans les derniers chapitres. Ce qui fait que ça fait rebondir l'intrigue quand même assez forte. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu venir, vous allez avoir une sacrée surprise. Et du coup, ça, même pour moi qui m'en doutais un petit peu, ça a été une sacrée surprise parce que je me demandais comment ça allait se développer, vers quoi ça allait aller. Et Poppy a quand même un sacré caractère, donc c'est pas la jeune, voilà, on l'appelle la pucelle, mais c'est pas la jeune pucelle effarouchée, voilà, qui attend sagement l'élévation et qui ne dit rien, qui a les yeux baissés, tout ça, c'est tout l'inverse. Donc c'est un personnage très attachant. Hawk aussi, j'ai beaucoup aimé leur courage à tous les deux en fait. Et voilà, on va avoir de grosses révélations sur la fin du roman, ce qui fait que c'est assez prenant.
Donc j'espère, parce que là je l'ai eu par la médiathèque départementale, j'espère pouvoir mettre la main sur le 2, même si je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le lire, mais c'est pas grave parce que à mon avis il est aussi gros que celui-ci. Mais en tout cas, voilà, on en a beaucoup parlé. Je trouve que c'est pas immérité le succès qu'il a eu. C'est un livre qui, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un livre qui se lit très bien. Si vous aimez l'heroic fantasy, si vous aimez qu'il y ait un petit peu de romance bon, la romance est un peu plus développée sur la fin, mais si vous aimez qu'il y ait de la romance, si vous détestez ça, non, mais je vous dis, c'est pas trop gênant. Si vous aimez les mondes fantastiques, les créatures voraces, les révélations auxquelles on ne s'attend pas à la fin, voilà, vous pouvez y aller. Ça se lit très bien. Malgré son nombre de pages, ça se lit très bien et c'est super agréable. Bon, je crois que je vais m'arrêter ici. Oui, en fait, j'ai plus que 2 livres à vous présenter, donc je vais m'arrêter ici. Je vous les présenterai une autre fois. C'est bien, je suis contente, j'ai bien rattrapé mon retard. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ce que vous regardez. Bon, moi, je suis toujours dans la même chose, hein, dans Crescent City et dans Abyss au niveau des séries qui passent sur France 2. J'ai regardé les 2 épisodes hier, je les ai trouvés un petit peu plus longs, sauf que la fin du premier... Bon, je l'avais vu dans les extraits, mais c'est quand même super impressionnant. Donc voilà, bon là il reste plus que 2 épisodes, donc et je pense que c'est les 2 épisodes, bon, on va avoir toute la révélation du truc, on va savoir ce qui se passe vraiment, donc voilà. C'est pas mal, en tout cas moi je suis bien accrochée à cette série, et puis là je suis en train de finir tranquillement Crescent City qui fait 1050 pages si je me souviens bien, donc, ou 1150, je ne sais plus trop. Voilà, donc c'est 2 pavés, mes 2 gros pavés du mois de juin. Puis après, je pense que je vais réattaquer un peu les services presse. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous lisez, ce que vous regardez à la télé, au cinéma, comme d'habitude. J'attends vos commentaires. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.